Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la FDM Toulouse. On est en direct pendant 1 heure ensemble pour parler du TFC. Quelques petits soucis de faisceau sûrement en régie à cause de la chaleur ou des orages, on en sera un peu plus tard. Et ben on va commencer par te présenter toi, Elliot, à la technique. À peine plus technique que Ratao, vous n'avez pas le même coiffeur, mais bon, il faut quand même un petit peu rêver. Comment ça va ? Oui, ça va très très bien. Content d'être là ce soir et d'avoir toujours autant de bugs, ça fait plaisir. Je l'ai vu balle au pied avant l'émission, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors, il est meilleur balle au pied ou la technique du coup, Elliot ? Ouais, balle au pied, il y a quelque chose, je pense. Après, toi, c'est quand même un sacré exemple. Tu as plus de matchs assis au stadium en cumulé que Alain Casanova et Marc Vidal. C'est quand même une sacrée stat. Beau palmarès. Ouais. Comment ça va ? Ben, ça va, super. Quand on arrête là ? Bah oui, toujours. Ça fonctionne au moins ? Ouais. Yves, comment ça va ? Plutôt bien. C'est un plaisir de te voir. Surtout que tu es un historique, tu as déjà vu le TFC 4e de première division aussi, et pas qu'en Ligue 1. Exactement. Ceux qui sont sur Facebook Live l'auront vu pendant 1 minute. Vous voyez, il va bien, il a envie. Il n'est pas menotté au radiateur de Philippe Montagnier, il est juste dans le coffre de Begraoui actuellement. Allez, le programme sur cette émission qui nous attend pendant 1 heure, ça va être l'actu du club avec le mercato aussi, le point sur les jeunes, les féminines qui ont eu quelques matchs, les dernières actus, surtout avec les abonnements aussi. Le débrief donc de ce match 3 TFC, deuxième jour de Ligue 1, première victoire depuis très 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 longtemps sur cette Ligue 1. On enchaînera et on terminera surtout avec la preview de TFC Lorient avec Pierre donc de la Tavarne qui est un podcast sur le FC Lorient. Vous pouvez réagir donc en direct sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse ou sur notre page F2M Foot sur Twitter, la vidéo en Facebook Live sur Radio Occitania, sur Radio GMT et sur la feuille de match et sur Instagram. La feuille de match est attachée. J'allais vous proposer d'appeler, mais bon, ça va pas être possible puisqu'on va voir Oxens qui va nous rejoindre d'ici là. Il est là, Oxens ? Il n'est pas encore là. Ça sera l'occasion du coup de saluer les absents. Fred, qui est lui aussi au bord de la plage, mais pas la même qu'Oxens apparemment. Sinon le rappeler, j'espère. Et Camille, qui est à la plage aussi. Lui est à la plage, mais à Clermont-Ferrand. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ouais. Il va nous revenir bronzé. Bon, je ne suis pas sûr que ses analyses footballistiques soient plus pointues, mais bon, on l'embrasse quand même. On va enchaîner on va même lancer cette 166e émission en direct. Ratao, rentré, je en rouge, il va tenter quand même la frappe, et derrière on va commencer donc avec les news, avec le départ définitif de Khalidou Sidibé à Quevilly-Rouen Métropole. Il avait été prêté l'an dernier, il avait été prêté à Châteauroux la saison d'avant, et là c'est officiel, il part définitivement. Pardon, excuse-moi, Elliot, on a Oxens en ligne. Est-ce que tu nous entends ? Ouais, salut à tous. Bon, comment ça va ? Très bien, et vous ? Bon, ça a été un peu compliqué la liaison, mais ça a l'air de marcher, donc bon, on va faire comme si. Bon. C'est ça, la Jonquera, il n'y a pas beaucoup de réseau. Dis pas tout, c'est les coulisses de l'émission. Donc oui, on a enchaîné on commence à parler de Khalidou Sidibé qui signe à QRM, il n'était pas dans les plans de Montagnier, transféré pour un peu moins d'1 million d'euros. Il retrouvera Bangré. Il quitte quand même le TFC avec plus de 30 matchs officiels joués, dont une vingtaine en Ligue 1. C'est un bon choix pour lui de carrière, QRM, il était bien l'an dernier. Pour lui, c'est un bon choix dans la mesure où il connaît le club et où l'année de la saison dernière, comme tu l'as dit, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, après, effectivement, au milieu de terrain, on voit l'embouteillage chez nous et il n'aurait pas joué. Donc il fallait relancer sa carrière. Le niveau Ligue 2, il l'a. Est-ce qu'il a le niveau pour aller plus haut ? Pour l'instant, c'est un peu tendre. Ouais. Donc voilà, il va s'aguerrir à Rouen et puis qui sait ce que lui réservera la suite. En tout cas, ça a toujours été un bon jeune. Il a donné son meilleur quand il était chez nous. Donc on peut uniquement lui souhaiter une bonne suite de carrière. Ça sera sûr, du coup, tu as la Ligue 2 ? Exactement. Je partage l'embouteillage qu'il n'aurait pas forcément eu sa place. Après avoir, pour du peut-être top 10 Ligue 2, peut-être dans un club comme Le Havre, ou de voir un petit peu plus haut ce qu'il pourrait potentiellement apporter, puisque Quevilly, on va dire, c'est fait pour jouer le maintien en Ligue 2. J'aurais été curieux de voir peut-être pourquoi pas au Havre ou à Valenciennes, tu vois. Pour remplacer Bonnet, c'est ça, en tant qu'historique du TFC dans un club de Ligue 2. Voilà, exactement. Mais voilà. Sinon, oui, c'est le bon choix pour lui s'il veut du temps de jeu, effectivement, de partir du TF.
Ok, bon écoute, on lui souhaite une bonne continuation. Peut-être que nos chemins se recroiseront, on lui souhaite, surtout en Ligue 1 pour nous. Allez, on va passer aux abonnements, puisque vendredi dernier, lors du dernier décompte du club, nous étions 12 750 abonnés. C'était une saison record. Il reste des places en tribune sud pour le moment, donc quart de virage, latéral et central. C'est tout simplement du jamais vu. Logiquement, on aura de l'ambiance sur les deux virages pendant tous les matchs. C'était Auxence qui le soulignait donc au jeu des abonnés. Le TFC fait quasiment jeu égal avec Nantes et n'est pas très loin de Nice qui est autour des 14 000 abonnés. C'est un super chiffre, surtout quand on compare à des clubs historiques qui ont plusieurs saisons dans l'élite. Oui, c'est un bon chiffre. Après, on va pas non plus se transcender. Hein. C'est pas encore la moitié du stade, donc il reste encore de quoi faire et il y a de la marge. Donc non, c'est un bon chiffre au vu de ce que c'était les saisons précédentes. Ça montre que l'engouement est là. Après, il va falloir le transformer, voir comment ça évolue sur la saison, avec les résultats, etc. Mais ce qui est sûr, à mon avis, c'est que les très bons résultats des deux premiers matchs ne sont pas étrangers non plus. Enfin, du premier match surtout, puisque le second était après le décompte. Le bon comportement du premier match a certainement influencé sur l'envie des gens de venir. Oui, parce qu'il y a eu quasiment 3000 nouveaux abonnés avant le match de Nice et donc aujourd'hui, quoi. Donc derrière, voilà, ça prouve l'engouement qui se passe. Et s'il y a un super mois d'août à la clé, même un début de mois de septembre avec des matchs abordables et pourquoi pas des bons résultats aussi. Donc ça peut faire qu'en septembre, on peut pourquoi pas se retrouver, comme tu disais, moitié stadium d'abonnés, quoi. Ce serait beau. Il reste encore des places du coup pour s'abonner, pour continuer à augmenter ce chiffre très impressionnant. Et en parlant de places justement, oui, c'est là. Oui, Auxence ? Oui. C'était ton écho. Ah pardon, c'était mon écho. Je suis troublé par ma voix. Je comprends Mehdi. En parlant de place, il en reste donc pour le PSG. C'était l'objectif du TFC, ne pas retrouver un stade rempli par nos supporters adverses, donc avec une stratégie axée sur les abonnés, puisque les abonnés avaient le droit à 4 places chacun. Ensuite, il y a eu une seconde prévente pour ceux qui avaient déjà acheté des places en Ligue 2. Et ensuite, ce qui reste sera donc vendu pour le reste, pour les autres publics qui ne sont pas concernés. Et donc, pour le moment, on a des places assez élevées. On a un pack avec les gros matchs et un pack aussi Lorient plus TFC. PSG. Oui, pardon, PSG. Parce que le TFC, il vaut mieux le voir à chaque fois. Du coup, on a eu beaucoup de réactions diverses. Donc, il y a beaucoup qui sont contents de cette politique anti-footix, d'autres qui comprennent pas qu'on puisse pas laisser le choix aux personnes d'aller voir qu'un seul match par-ci par-là. Vous en pensez quoi de cette politique tarifaire, cette politique de place ? Alors je dirais absolument pas que c'est une politique anti-footix, c'était surtout une volonté de remercier les gens qui ont fait confiance en Ligue 2 et qui se sont mouillés en Ligue 2, qui sont venus. C'est plutôt une belle initiative, je trouve. Après, dans tous les clubs, il y a des priorités de vente. Tu as même des clubs où tu achètes des cartes pour pouvoir acheter tes places après. En gros, comme si tu achetais un abonnement, mais un abonnement qui te permet uniquement d'accéder plutôt aux ventes de places. C'est ce qui se fait en Angleterre, par exemple. Donc, personnellement, je suis absolument pas choqué. Et les gens qui voulaient uniquement voir le PSG pour uniquement voir des stars, il y avait quand même moyen... tout le monde connaît quelqu'un qui est abonné au TEF de se rapprocher pour obtenir des places pour ce match-là. Donc il n'y a pas eu plus de difficultés que ça. Après, c'est le problème des stades qui ne sont pas extensibles. Donc voilà, il y a eu une volonté de remercier les supporters, ceux qui ont fait confiance au club, ceux qui se sont bougés la saison dernière. Ça fait quand même pas mal de monde à remercier. Et si tous ces gens-là ont pris les places en priorité, je vois pas à quel point on peut râler sur ce sujet-là. Et pour ceux qui veulent absolument voir le PSG, je les invite à se rapprocher. Les supporters parisiens qui voulaient absolument des places pour le PSG, je les invite à se rapprocher du CUP et des associations de supporters parisiennes pour aller en parkage. Oui, parce que pour le coup, il y a toujours un parkage, il y a toujours même de place, il n'y a rien qui change. Il y a toujours un parkage qui est conséquent. Combien de places à peu près Je sais pas. Ça n'a pas changé avec. Mais c'est toujours un pourcentage du nombre de places totales du stade, donc le calcul
peut être fait. Là, j'ai plus les infos en tête, mais voilà, il y a un petit millier de places au minimum, quoi. Et le prix des places par cage, c'est uniforme maintenant dans tous les stades, non? Alors normalement c'était ça. Normalement c'était ça. Après je m'avancerai pas parce que j'ai pas l'info, j'ai pas posé la question, donc voilà. C'est potentiellement aussi plus abordable aussi que d'aller en honneur sud. Tout à fait. Et puis après, au bout d'un moment, quand dans une catégorie les places sont vendues, les places sont vendues, quoi. On passe à la suivante si on veut vraiment y aller. Et si on trouve que c'est trop cher, tant pis, on s'en passe. Tout le monde a déjà raté un concert parce que toutes les places étaient vendues. Voilà, c'est le jeu quand il y a un nombre de places délimité. Après, on verra si, comme dit Yves, il reste encore des places. Vous pouvez toujours aller les voir sur la billetterie. Dans les autres actualités, dans le football local, on va dire, il y a la Moss Women French Cup qui en ce moment c'est un tournoi de foot féminin qui est à Nasvalon. Ça fait quelques années que c'est organisé sur la métropole toulousaine à la fin de l'été. Il y avait le TFC d'ailleurs qui faisait des réductions avec l'abonnement pour avoir des places pour cette compétition-là c'est donc 4 équipes demi-finales mercredi, demain, à 18h Barcelone-Bayern, et à 21h PSG-Manchester. La petite finale et la finale seront ce dimanche, et sinon pour voir la télé sur Survia Occitanie. C'est quand même la chance de voir des grosses écuries du football féminin, de grosses écuries européennes du football féminin sur un terrain. Donc pour ceux qui sont intéressés par le football féminin, ça peut être plus qu'intéressant, et c'est bien d'avoir des événements sur la région toulousaine qui mettent en avant le foot sous toutes ses formes. Allez, on va passer maintenant à la préparation des jeunes et des féminines. La N3 donc, a eu un premier match, c'était mardi dernier, pendant l'émission. Donc défaite 3-0 contre Bergerac, qui est un club de National 2, donc une division au-dessus. La hiérarchie était plutôt respectée. Vendredi, c'est une victoire 4-0 sur le stadium annexe contre le Toulouse Rodéo, qui par contre est un club de N3 qui est dans la même poule d'ailleurs que le TFC. C'était un match assez compliqué apparemment vu les fortes chaleurs qui avaient d'ailleurs été décalées. C'est Garona 31 qui nous a donné les informations sur ce match. On en profite pour le saluer. Dans la compo, on avait quand même plusieurs joueurs qu'on a déjà vus dans l'effectif Ligue 2, puisqu'on avait donc Lacombe, Messali, Vasbauer, Zodenguan, Rapnouille, Vatel, Rey, Tousgar, Cerber, Kébé et Flemings, surtout Flemings. Sur le banc, Mopila, Lamilki, Agora, Mtamak et Traoré. Pour les buteurs, donc on a Bonota, Traoré, Tousgar en première mi-temps et Kébé en seconde mi-temps. C'est quand même un bon résultat face à une équipe aguerrie à la poule. Oui, c'est un concurrent direct, tu le bats. Ça me rappelle un peu le résultat du TEF contre 3. S'ils peuvent faire la même en championnat, ce sera pas mal. C'est sûr. Les autres équipes aussi étaient sur le pont, donc on avait les U19 qui se sont imposés 4-3 mardi dernier, donc pendant l'émission également, contre la R1 de Portet. C'était pareil, c'était au stadium annexe. Il y avait 2-0 à la mi-temps, ils s'imposent 4-3, donc on a Ali Kamate, Giacomo Perez, Jaidi Canvo et Meshak Nyombo pour les buteurs toulousains. Ils ont perdu contre les Girondins vendredi sur le score de 4-2. On a Camara et Perez qui à nouveau buteurs. C'était une double confrontation en fait contre les Girondins, puisqu'en même temps on avait toujours à Marmande les U17 qui jouaient également contre les U17 des Girondins de Bordeaux pour une victoire 3-2 avec un but d'Ismaël Silla et un doublé de Mohamed Daïf. Les U17 qui joueront donc demain mercredi à Albi contre Rodez à 11h. Les U16 également ont joué, c'était samedi dernier, ils ont gagné 3-1 à Nîmes. Et à noter que donc 3 Toulousains seront sélectionnés en équipe de France U16. On a le gardien Mathis Niflor, le défenseur Seni Kumbassa et l'attaquant Enzo Fati qui partiront en rassemblement à Clairefontaine du 22 au 25 août avec 2 matchs amicaux à la clé contre les U17 d'Amiens. Je ne sais pas s'il y a des liens de parenté, mais il y a quand même des noms qui fleurent bon le football là-dedans. Oui, ça résonne un petit peu. Ouais. Et donc pour terminer ce point sur les scores et les résultats des différents clubs du TFC, les féminines avaient leur premier match amical, c'était du côté de Castelmourou vendredi dernier. Victoire 4-2 contre la SPTT Albi Marsac Tarn
qui est dans la même poule qu'elle. Donc là aussi, c'est quand même de bon augure de battre une équipe de D2, comme vous venez de montrer. Oui, tu t'étalonnes face à des équipes de ta division et tu fais des bons résultats. Ça ne peut être que bon pour la confiance. Après, il faut confirmer sur du championnat, parce que là, c'est toujours pareil. On ne sait jamais sur les matchs amicaux où en est qui sur les préparations, etc. Donc c'est un peu faussé, on va dire. On a vu des champions des matchs amicaux se planter lamentablement, donc c'est bon pour la confiance. Il ne faut pas le prendre pour plus que ça, et souhaitons-leur à tous une très bonne saison, et qu'elle soit aussi bonne que l'année dernière, ce serait pas mal. C'est sûr. Après là, c'est le premier match amical, il y en aura d'autres de toute façon, puis on a bien vu, il y a quand même pas mal de recrues, donc il va falloir voir comment la mayonnaise prend aussi à leur niveau. Allez, c'est tout pour l'actualité du TFC. On va maintenant passer au débrief d'Estac TFC. Voilà, on va faire un petit retour sur le match. À noter le beau déplacement des Indians. Donc Yves m'a dit le chiffre exact, donc ce serait 70. Exactement, mais c'est en général un bus, c'est 70 personnes. On va dire une centaine, peut-être avec peut-être des oxyphanes de la région parisienne. C'est sûr. Donc une centaine à avoir fait le déplacement, et qu'on a entendu tout le match d'ailleurs. Depuis la télé, ça faisait plaisir aussi de voir qu'il y a toujours ces déplacements qui se font, que c'est toujours dans la même dynamique que l'an dernier. Donc côté compo, on a Montagnier qui aligne un 4-3-3 avec donc Dupé dans les buts, une défense classique avec Dessler à droite, Silla à gauche et Rouault et Nicolaisen dans l'axe. À noter le retour au milieu du trio Batav aligné pour la première fois ensemble cette saison. Et devant, on a Dalinga qui est maintenu dans l'axe avec Abouklal à droite et Ratao à gauche. Donc on va faire le film du match. Donc c'est un début de match assez équilibré où les deux équipes ont peiné à mettre leur jeu en place. La première occasion, elle est à mettre au crédit de Jagereux qui frappe à côté suite à un renvoi de la défense troyenne. La réponse troyenne, elle sera immédiate avec deux occasions chaudes, donc coup sur coup, causées par des petits errements défensifs. Donc la première, c'est une tête de Baldé qui est scellé dans la surface et qui ne cadre pas sa reprise. Et la seconde, c'est toujours amené par Baldé, qui va se jouer de la défense toulousaine, avec notamment un grand pont sur Rouault, mais qui va se faire reprendre par un magnifique tacle de Nicolaisen. Donc on en a parlé avec Yves en off tout à l'heure, il a apprécié le geste. Il est beau, hein. Ah ouais, il est sacrément beau, quoi. Et donc après ces frayeurs, donc les Troyens ils tenteront des petites incursions dans la défense toulousaine, mais ils seront bien repris par une défense qui était beaucoup mieux organisée. Donc malgré les débats qui s'équilibrent, on remarque de la nervosité dans chaque camp, et Dalinga va être coupé du premier carton à la demi-heure de jeu. Et c'est à ce moment-là que Toulouse va accélérer le jeu. Donc on a Ratao et Abouklal qui ont interverti de côté. Et d'ailleurs c'est ce même Abouklal en fait qui sur une passe de Ratao va repiquer dans l'axe donc côté gauche, et qui va fixer la défense et transmettre un ballon en retrait à Jagereux. Et sous la pression, donc, le défenseur troyen va tromper Gallon, et le TF mène donc 1-0. 3 donc va faire le nécessaire pour revenir à la pause sur coup de pied arrêté. Dupé il a sorti deux sorties peu académiques du point, mais le ballon est revenu sur Baldé, et Silla a sauvé le ballon sur la ligne. Donc la mi-temps 0. Moi j'ai une petite question, est-ce que c'est chanceux de mener à la pause, étant donné qu'il y a quand même plus d'occasions, on va dire, franches côté troyen, ou est-ce que c'est signe de la supériorité toulousaine? Auxence, t'as pas trop entendu jusque-là? Je pense qu'il y a quand même une petite pointe de chance, parce que quand tu mènes avec 0 tir cadré à la pause, c'est que c'est quand même l'équipe adverse qui fait le jeu. Donc c'est le réalisme et la chance qu'il nous fallait. On va pas se plaindre là-dessus. Mais c'est vrai que 3 sur cette première mi-temps, en tout cas, peut avoir des regrets. Après, faire le jeu, j'irai pas jusque-là. C'est vrai que c'était nous qui avons plus le pied sur le ballon. C'est eux, par des contres, qui les ont mal négociés aussi. C'est vrai que, mis à part la frappe de Baldé repoussée sur la ligne, il n'y a pas eu énormément, on va dire, de frissons dans la défense toulousaine, quoi. Ils ont loupé le hold-up, on va dire. Ils auraient planté sur des occasions. Derrière, ils pouvaient faire rideau, et là, ça n'aurait pas été le même match. Mais bon. Les frissons, ça me rappelle le début d'année dernière, et ça m'inquiète un peu. C'est les sorties aériennes de Dupé, où on a l'impression qu'il a régressé par rapport à la fin de saison derrière. Et ça, on savait que c'était son point faible, mais on dirait qu'il a régressé. On l'a vu aussi à Clermont en amical, c'était quasiment les mêmes. Heureusement, il a réussi à les boxer, mais
c'est vrai que c'est peu rassurant. Manque de confiance peut-être. Parce que les sorties, c'est quand même quelque chose, il faut le sentir aussi par rapport à ce que. Oui, c'est vrai que sur sa ligne, il est quand même en place, on ne peut pas y enlever. Non, mais non, c'est vrai que sur sa ligne, il est en place, mais ça, c'est son défaut. Et ce qui me gêne, c'est qu'on avait la sensation sur la fin de saison dernière qu'il avait beaucoup progressé. Et là, on a la sensation qu'il a régressé. C'est vrai que les coups de pied arrêtés, c'est toujours on est un peu craintif quand on voit. Voilà, quand on voit l'alignement, même voilà, dans les airs et tout, il est quand même très friable, quoi. Du coup, on enchaîne avec la seconde mi-temps. Oui, parce que oui, il y a une action clé troyenne, c'est la toute dernière avant la mi-temps, celle où il y a l'arrêt de Silla sur la ligne. Effectivement, là, il y a Dupé se trouve, mais il n'y a pas grand monde derrière, quoi. Enfin, si Silla n'a pas le réflexe de revenir sur la ligne, quand il voit que tout le monde est un peu aux fraises, concrètement, on peut prendre le but sans trop de soucis, quoi. Et ça, c'était inquiétant, cette action-là. Inquiétant et rassurant d'un autre côté, c'est que tu as des mecs toujours qui, quand certains font des erreurs, t'en as qui font des bons choix et qui viennent compenser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enchaînons avec la deuxième mi-temps, donc celle-ci sera à sens unique. On aura tout d'abord Van den Boomen qui va trouver les gants du portier troyen sur un coup franc lointain. Puis à la suite d'un pressing de Spearings le long du bord de la touche, Abouklal va récupérer le ballon, fixer la défense et transmettre à Ratao, seul face au but et qui va faire le break. Donc ça ressemble beaucoup à l'ouverture du score. Troyes a eu énormément de difficultés sur les côtés à maintenir la vivacité de Ratao et d'Abouklal. Donc voilà, 2-0, Toulouse a désormais la même mise sur le match et au lieu de gérer dans le score, ils vont continuer à attaquer, à se procurer des occasions. Sur un ballon à profondeur de De Jagereux, on a Dalinga qui va faire une remise de la tête dans les pieds de Abouklal qui ne trouve pas le cadre. Le danger, comme je disais, ils viennent partout. 3 peines à défendre et lorsque le ballon arrive du côté, voilà, ça panique un petit peu. Il y a eu la même occasion pour Ratao qui a loupé le cadre suite à une bonne défense troyenne. Donc c'était vraiment le copier-coller du second but. Et donc, par la suite, Troyes ne sera dangereux que sur coup de pied arrêté par l'intermédiaire de Baldé qui ne trouve pas le cadre. Et Montagnier va effectuer donc 2 changements offensifs avec les rentrées de Haddo et de Hillet qui vont s'illustrer en fin de match. Tout d'abord avec un mouvement à 3 dans la surface où Hillet va servir Dessler qui met en contribution Gallon. Et sur le troisième but inscrit par l'Anglais qui à la suite d'un ballon donc taclé par Dessler et récupéré par Haddo va fixer le défenseur et aligner une frappe pied gauche hors de portée du portier troyen. Très bon but, hein. Ouais, c'est à l'image de Hillet, quoi. Voilà, il lâche rien et techniquement il est quand même assez juste. Donc victoire nette 3-0 face à une équipe qui va clairement jouer le maintien. Donc voilà, est-ce que Toulouse pour vous a envoyé un message aux concurrents pour le maintien ou on joue pas le même championnat que Troyes par exemple? Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que le match des Troyens est complètement raté. Alors après, est-ce que eux étaient à leur niveau et que nous on est largement au-dessus et que donc on peut avoir espoir de ne pas être trop inquiétés dans la lutte pour le maintien, ou est-ce qu'ils ont complètement raté leur match et que c'était une journée sans pour eux? Je sais pas, c'est un peu comme contre Nice. J'ai encore besoin de temps pour me faire une idée sur le niveau affiché. Après, ce qui est sûr, c'est que des résultats comme ça, on prend, il n'y a pas de problème et qu'il y a quand même... si j'ai dit que Dupé m'inquiétait un peu par rapport aux sorties aériennes, et je pense qu'on aura des difficultés à ce niveau-là, il y a des joueurs qui, au contraire, sont extrêmement rassurants. Nicolas Hyssen, où l'année dernière, on se demandait s'il aurait vraiment le niveau Ligue 1. Pour l'instant, sur les 2 premiers matchs, j'ai même la sensation que c'est lui le patron et qu'il a réussi à passer devant Rouault avec des interventions tranchantes, un engagement... qui pourrait être inquiétant parce qu'on est toujours à la limite du surengagement, mais on a l'impression qu'il maîtrise les choses, à l'image de son retour sur Baldé, où si nous on a peur sur le moment, lui tu as la sensation qu'il est sûr de son coup, il y va, il s'engage franchement, et je pense que justement le fait de ne pas hésiter, c'est ce qui lui évite de peut-être risquer de faire faute, parce qu'en n'hésitant pas, ça lui permet d'avoir la demi-seconde d'avance sur Baldé, de sortir le ballon proprement et de forcer Baldé à simuler grossièrement. Il aurait pu prendre un carton jaune d'ailleurs pour moi sur cette action-là, parce que l'intervention est totalement propre et on voit sur les ralentis à quel point il exagère les choses. D'ailleurs, oui, c'est vrai ce que tu dis, vu comment l'arbitre, c'était en plus son premier match en Ligue 1, était assez tatillon, oui, il aurait pu mettre le carton, je pense. Ouais. Parce que le tag, lui, c'est sûr, il est clinique, hein, c'est école de foot, hein, ça montre. C'est ça, si Baldé se montre un peu trop
coutumier de ce genre de gestes, je pense qu'il finira par prendre des cartons en Ligue 1. Il était souvent par terre sur ce match-là, Baldé. Ça je l'ai vu en commentaire aussi. Oxens, ton ressenti toi, sur l'adversaire troyen et sur cette lutte au maintien avec eux ou pas? Ah ben là c'est sûr que c'était quand même assez faible en face. Autant la première mi-temps, on en a parlé, ils ont réussi quand même à se créer 2-3 occasions, même si c'était quand même très pauvre. Autant en deuxième, là ils ont complètement coulé, ça a été un match à sens unique. Il y a eu aussi beaucoup de chambrage de la part des supporters, j'ai vu contre leur propre équipe, beaucoup de qui relèvent d'émissions. Donc on voit que c'est un club, je vais pas dire en crise, mais qui va pas bien. Et c'est sûr que quand c'est pour un concurrent pour le maintien, on va pas se plaindre. Nathan, des réactions sur Facebook Live? Réaction de Fred, un supporter qui nous écoute depuis quelques temps maintenant, qui nous disait qu'il y avait quelques soucis avec Irles à 3. Et effectivement, après, je suis allé voir sur les réseaux, donc sur la page de 3, et voilà, on a l'impression que c'est un club que la saison risque d'être très difficile de leur côté, qui a quand même beaucoup de problèmes avec l'entraîneur aussi. L'effectif n'est pas suffisamment profond. Donc je pense que c'est pas l'histoire d'un match, je pense que ça risque d'être très compliqué pour eux cette saison. Et aussi, effectivement, je pense qu'on a été meilleur qu'eux. Au milieu de terrain, on les a asphyxiés en seconde. Donc il y a ce côté-là où 3 pour moi n'est pas au niveau, mais ce côté où on a quand même fait un match aussi qui était dans la lignée de celui de Nice. Oui, après toute la saison, il faut quand même rester un peu tempéré parce que le mercato n'est pas fini et on sait que 3 a des moyens financiers. Justement, avant d'enchaîner sur les autres joueurs qui ont retenu un peu l'attention, j'avais la déclaration de Spearing qui a dit en fin de match: on ne s'attendait pas à un match aussi facile, mais cela montre à quel point nous sommes forts. Je sais que nous sommes bons, mais je m'attendais à une meilleure résistance des Troyens. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait dans la langue de bois. Ça, non. C'est aussi tranchant que ses interventions sur le terrain. Après, oui, effectivement, qui aurait parié sur une victoire 3-0 moi, je pensais qu'on aurait plus de difficultés que ça face aux Troyens. Et effectivement, on a su se rendre le match facile en ne tombant pas sur des errements qu'on avait un peu parfois l'année dernière. C'est-à-dire que quand on avait pris le match en main, on avait tendance parfois à vouloir gérer. Et on s'est rendu compte qu'on ne savait pas le faire. Et là, on a pris le match en main et au lieu de vouloir le gérer, on a continué à conserver notre football et à jouer. Et on s'est rendu compte que c'est ce qui les mettait le plus en difficulté. D'autant plus que sur la seconde période, on a réussi à museler leur contre-attaque. Alors est-ce que la chaleur plus la fatigue a fait qu'ils avaient moins de jus, mais on a senti nos défenseurs beaucoup plus tranchants. Donc du coup on a eu la déclat de Spearings. Après sur Abouklal, un petit mot. La préparation était peu rassurante. L'entrée face à Nice, elle a été transparente. On n'a pas pu voir son vrai visage. Donc là il sort un match quasi parfait avec deux passes, une activité assez intéressante côté gauche. Est-ce que il vous a rassuré Abouklal sur ce match? Moi, je l'ai beaucoup aimé quand il y a eu le repositionnement en seconde mi-temps, quand il a enchaîné de couloir. Je trouve qu'il avait un meilleur impact sur le jeu, même peut-être plus de liberté. Alors, est-ce que c'est lui par rapport à son jeu ou est-ce que l'opposition qu'il avait en face côté troyenne était plus faible sur ce nouveau couloir-là? Je ne sais pas, mais c'était intéressant. On le voyait beaucoup plus. Après, ce qui est surprenant, c'est que voilà, encore un joueur qui arrive d'un championnat étranger, qui ne connaît pas le championnat de France, qui ne connaît pas la Ligue 1. Donc on se dit il aura peut-être besoin d'un peu d'adaptation. On se rend compte que son adaptation, ça a été 20 minutes contre Nice, quoi. Donc encore une fois, avoir la confirmation sur la suite de la saison. Mais encore une fois, ça ressemble à une pioche plutôt intéressante et plutôt bien jouée de la cellule de recrutement. Parce que il y en a un pour qui je m'inquiète et qu'on n'a pas vu encore, c'est Oneiwu, quoi. Ouais, dans une petite rentrée, il a été impliqué quand même sur le troisième but puisqu'il est passeur pour Illier, mais c'est vrai que on sent dans la hiérarchie que c'est peut-être pas lui qui partira en premier, quoi. Donc, mais à Abouklal, voilà, ce qui me faisait peur, c'est qu'apparemment il était considéré pour, de ce qu'on avait vu, c'est qu'il pouvait être sur courant alternatif, qu'il pouvait être un peu nonchalant. Donc on se disait avoir aussi face à des équipes, pourquoi pas face à 3, s'il pouvait augmenter son niveau de jeu. Et c'est rassurant de voir que voilà, il peut être au niveau rapidement, donc à voir vraiment sur la durée, comme tu disais. C'est surtout rassurant quand tu te passes d'une de tes valeurs sûres, qui est Ngoumou, quoi.
et de quasiment ton meilleur joueur du premier match, Fares Chaibi, et tu te rends compte que tu changes des joueurs mais tu baisses pas de niveau. Donc on a augmenté la qualité du banc et ça c'est ce qu'il fallait absolument pour pouvoir prétendre à faire une belle saison en Ligue 1. Et là on s'est bien lancé. Il va pas falloir prendre trop confiance, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment dans la nature des caractères des joueurs que l'on a. Si une époque ça pouvait l'être, là j'ai l'impression que on a des mecs qui sont à l'opposé de ça et vivement le prochain match en fait. Et tu as parlé de Chaibi tout à l'heure, il y en a un qui a pris sa place, donc, pour ce match, c'était De Jagereux qui est revenu. Donc c'était, comme je le disais tout à l'heure, la première fois qu'ils étaient alignés cette saison. Vous avez pensé quoi du coup de ce trio Batave au milieu ? C'est à voir encore une fois dans le temps et sans vouloir être négatif sur 3, mais je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient le niveau Ligue 1. Clairement, ce trio-là, même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de doutes, là on sait que la combinaison fonctionne toujours et qu'on peut toujours réussir à museler avec ces trois-là en Ligue 1. Oui, et que De Jagereux, débarrassé de ses pépins physiques, il n'a pas 90 minutes, mais il a le niveau pour jouer en Ligue 1, alors que la saison dernière, c'était un peu inquiétant. Il a fait juste le joueur de complément et il n'a pas forcément joué très régulièrement. Mais voilà, encore une fois, c'est rassurant. On a des mecs qui deviennent quasiment interchangeables sans qu'on perde de niveau, en offrant d'autres palettes de jeu et d'autres capacités. Et je pense que c'est un casse-tête qui plaît à Philippe Montagnier, parce que ça va être compliqué d'organiser tout ça, mais il vaut mieux être emmerdé parce qu'on a trop de bons joueurs que parce qu'on a des joueurs qui ne savent pas jouer, quoi. Il y a ce côté aussi. Je vais te couper. Non, quand De Jagereux et Van Den Bomen sont alignés, on voit qu'il y a ce côté-là où c'est peut-être De Jagereux qui prend plus le jeu à son compte aussi. On l'a vu par exemple sur la remise sur du jeu long, voilà, quand Dalinga il remet à Bouklal, c'est De Jagereux qui a l'initiative de l'action, c'est lui qui était porté offensif qui se retrouve donc à faire le pressing sur le défenseur troyen. Voilà, on a l'impression qu'il y a une petite concurrence et que les deux sur le courant alternatif aussi où les deux peuvent pas être, on va dire, le plus en vue, quoi. Il y a soit De Jagereux va apporter offensivement, soit Van Den Bomen qui va être plus dans l'ombre, et un que j'ai trouvé particulièrement intéressant aussi, c'est Spearings. Des trois, je trouve qu'il a été un des meilleurs aussi dans son pressing, dans sa récupération. Confirme. Mais Spearings confirme tout le bien que j'en disais la saison dernière et que d'autres ont dit par la suite, puisque je me souviens je sais plus si c'est lors de la soirée des trophées ou lors du titre de champion alors je sais plus qui déclarait ça, il me semble que c'est Van Den Bomen qui disait que il y en avait un qui était dans l'ombre et que tout le monde sous-estimait et que c'était Spearings. Mais ce qui est impressionnant, c'est que il a l'air d'être monté d'un cran dans la concentration, dans l'engagement, et d'être monté d'un cran aussi dans son pressing sur le terrain. Parce que là où il va récupérer le ballon sur le but de Ratao pour Abouklal, j'ai pas souvenir de l'avoir vu aussi haut à faire du pressing la saison dernière en fait. Non, mais je trouve qu'il est de plus en plus complet, quoi, dans ses prises de risque, dans son pressing. Je pense c'est bien si on a trois joueurs quand même au top au milieu, ça envisage de belles choses pour la suite, quoi. Et donc on avait donc qui est rentré, qui a marqué. Dalinga qui a fait une prestation plutôt correcte avec un jeu de remise intéressant, mais voilà, il est à marquer, donc il y a un petit casse-tête aussi. Tu as parlé tout à l'heure les cassettes de Montagnier. Que faire avec ces deux profils du coup? Auxence. Excuse-moi, tu peux répéter la question? Ouais, je disais qu'on avait Dalinga qui avait fait un match plutôt correct et il qui rentre et qui marque, donc on parlait des casse-têtes de Montagnier. Donc, que faire avec ces deux profils pour toi? Déjà, pour moi, c'est bien d'avoir deux attaquants, deux vrais neufs qui ont le niveau pour la Ligue 1. Malgré tout ce qu'on peut dire, je pense que les deux vont être très utiles pour cette saison à venir. Moi, j'aime bien en avoir deux, parce que ça permet de faire tourner, même s'il y en a un qui ne se sent pas bien, manque de confiance ou blessure, on peut tourner sans pour autant perdre de la qualité. Et je pense qu'on pourrait pourquoi pas aussi essayer un nouveau système de jeu pour essayer les deux ensemble. Je suis pas convaincu, mais bon, après à voir, on sait jamais. Après c'est exactement les mêmes profils, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais pourquoi pas un tour de match aussi,
ou même à tester sur un match amical ou un truc de préparation sur la saison, mais ça peut être, pourquoi pas, intéressant d'essayer les deux en même temps. Du coup, Yves, peut-être une réaction sur Dalinga Hidé ou la concurrence qui s'installe, qui peut s'installer, pourquoi pas. Alors il y a une concurrence, ça c'est sûr. On la sent bien sur l'action qui amène le but d'Ilé, où tu as compris dès la prise de balle que là il a dit celui-là je vais le mettre, celui-là je vais le mettre, je la lâcherai pas, et tu n'auras pas un but de plus que moi longtemps sur la saison. Donc voilà, après c'est une saine concurrence, ça donne envie aux deux, et je pense qu'avec un peu de travail ils peuvent être complémentaires. Ce Dalinga a un profil où il est plus capable de jouer point de fixation et de se retrouver avec un jeu à deux en pointe sur des défenses on va dire très écartées, où on a un peu de mal à venir par les côtés, et pour balancer les centres et mettre en difficulté les centraux un peu moins bon de la tête, ça peut se tenter. Après, je pense que Montagnier l'a déjà travaillé, et ça demande du travail à l'entraînement pour qu'il se marche pas sur les pieds. Parce que le risque est à ce niveau-là, qu'il se marche un peu sur les pieds, parce que les deux ont fait de ballon, les deux aiment le ballon, les deux ont envie de but. Donc voilà, mais je pense que, comme il est coutume de dire, les grands joueurs peuvent tous jouer ensemble. Alors là, c'est pas des grands joueurs, mais sont des joueurs qui ont l'air intelligents, qui ont l'air d'avoir de l'ego, mais pas trop, un peu comme tout l'effectif du club. Et donc je pense que si on a besoin, dans certaines circonstances, de jouer avec deux pointes, je pense qu'ils ont la capacité de le faire. Après, à voir sur le long terme, mais je pense pas que le long terme, ce soit ce choix-là qui soit fait. On part vraiment sur un 4-3-3 classique, avec quasiment des vrais ailiers. On a l'impression de revoir la JOCR de Giroud. Nathan, tu as des réactions sur Facebook Live? Avant de passer au top et au flop, on a Bernard qui nous dit, donc ce qui est beau, c'est le fait que tous les joueurs ont progressé en un an. Bon boulot du staff. Donc c'est vrai que par rapport au début de saison de la saison dernière, là, on voit que des joueurs sont acclimatés au niveau Ligue 1. Enfin, on l'a vu sur 2 matchs, mais on avait des appréhensions. Progression, oui. On avait des appréhensions au début, se dire est-ce que cet effectif-là, qui est quasiment similaire à celui qu'on avait en Ligue 2, est-ce qu'il pourrait performer en Ligue 1? Là, on voit que face à un concurrent direct pour le maintien, on a quand même, il y avait une classe d'écart sur ce match-là du moins. Donc c'est à voir sur la suite, quoi. Juste le petit bémol que je remets, c'est Dupé, où moi j'ai l'impression qu'il est revenu à son niveau du début de saison de l'année dernière, et que ce qu'il avait acquis en cours de saison a été perdu. Donc voilà, après, s'il a été capable de le faire, il est capable de le refaire. Il va falloir juste trouver le ressort pour qu'il retrouve ses capacités à ce niveau-là. Allez Nathan, avant de terminer, du coup, tes tops et tes flops. Les tops et flops, les miens. Allez, les tiens. Allez, les miens. Donc j'ai mis Abouklal en top, Nicolaisen, taille patron, on en a parlé tout à l'heure. Dessler aussi, son activité. Bon, j'ai l'impression qu'il est toujours dans les tops, mais voilà. Sur le physique avec lui. Hein. Ouais. On le sent un peu émoussé à la fin, mais ouais, il est toujours là dans les bons coups. Et Spearings, voilà, l'homme de l'ombre, toujours là dans les bons coups. Un flop, c'était difficile. J'ai mis un petit flopinet. Voilà, j'ai mis Rouault parce que Nicolaisen était meilleur que lui, même s'il n'a pas été catastrophique. Mais bon, il a été au début, il y avait des petites erreurs de marquage. Voilà, il se fait avoir aussi sur un grand pont. Bon, ça peut arriver aussi, mais voilà, c'est vraiment pour trouver un flop. Ça ressemble à des petites sautes de concentration qu'il va falloir corriger, et qui ont été bien reprises par Nicolaisen, qui lui par contre était à une concentration à 1000% à chaque instant. Oxens, tu as des tops à ajouter? Alors moi par contre je voulais plutôt votre avis sur le cas Ratao. Parce que bon, il met un but, il met son but, c'est pas le plus compliqué. Mais sinon, il y a beaucoup de retours défensifs, une grosse activité sur son côté gauche puis droit, beaucoup de pertes de balles aussi, un peu comme contre Nice. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ni top ni flop, pour le coup, l'un peut être les deux. Hein. C'est ça, ces pertes de balles, elles sont liées à son jeu, en fait, où il cherche beaucoup à provoquer. Donc forcément, quand ça passe pas, en général, la balle est perdue, et quand ça passe, ça fait action de but. Donc voilà, après, lui aussi, il a 3 poumons. On voit que leur combinaison avec Dessler, elle fonctionne au plus haut point. Avec Silla, ça combine bien aussi. Enfin, on a des couloirs qui marchent plutôt bien, et où si l'année dernière il y avait des circuits préférentiels, là pour le moment tu as l'impression que tu peux un peu intervertir et que ça peut tourner dans tous les sens, et que ça va s'en sortir. Donc voilà, est-ce qu'il manque pas aussi un peu de lucidité avec une telle activité? Mais est-ce qu'on pourrait lui demander de baisser d'activité et ne pas être en danger?
Je sais pas trop, donc ça peut progresser. Voilà, il montre que même si tu dis que son but n'est pas le plus compliqué, ça me fait penser au but que marque Silla 1 à 2 fois par an. C'est pas le plus compliqué, mais il faut être là. Et lui était là alors qu'il n'y a pas de défenseur troyen à ce moment-là, quoi. Puis je le trouve beaucoup plus simple aussi dans son jeu. Je trouve à l'image de premier but, où il va lancer à bouclage en profondeur. Je trouve que voilà, des fois il avait tendance un petit peu à les fixer. Là, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup plus simple. Qu'il a compris que le niveau était plus élevé et que ce serait plus dur qu'en Ligue 2. En Ligue 2, c'est vrai que ça marchait quasiment à chaque fois. Donc il avait un peu tendance à en abuser, mais il est capable de simplifier son jeu quand il sent que le jeu doit être simple. Donc c'est intéressant. Et physiquement, je le sens prêt pour la Ligue 1 aussi. Je pense qu'on va conclure sur ces belles paroles. Avant de terminer les top et flop des supporters sur Facebook Live, on va te remercier, Oxens, on va te libérer. Bonne soirée, puis on se retrouve bientôt. Écoutez, merci à vous. On se retrouve normalement dans 2 semaines. Je serai en studio. Mais en tout cas, merci pour l'invitation par téléphone. Après 3 mois de vacances. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Nathan, il y avait d'autres top et flop que tu as cités sur le Facebook Live. Oui, on a De Jagereux, on n'en a pas parlé, mais oui. Pour moi, c'était s'il y en avait un des 3 au milieu entre Spearings, De Jagereux et Bibiche à sortir, c'était Spearings, mais oui, effectivement, De Jagereux qui fait un match. Le trio, hein. Le trio en général, mais ouais. Le trio qui fonctionne bien. En tout cas, c'est une première victoire pour le TFC en Ligue 1. Alors, je sais plus, j'ai vu le nombre de jours qui est sorti, mais ça fait 19 matchs d'affilée, si je dis pas de bêtises. Ouais. Première victoire qui nous propulse actuellement en top 4. Et bon, bien sûr, ça n'a aucune valeur, une 4e place à ce moment-là du championnat. Mais bon, c'est toujours 4 points de prix finalement. Et le dernier 3-0 à l'extérieur, je sais pas quand c'était, mais ça devait remonter aussi. Hein. Ah, tu viens de me bouser le quiz que j'ai pas fait. Tu l'auras pas la semaine prochaine. Exactement, ce sera une bonne question pour la semaine prochaine. Il me semble que c'était déjà à 3, non ? Allez, on va passer maintenant au prochain match de Ligue 1, puisque ça sera donc ce dimanche 21 août à 15h entre le TFC et Lorient. Il reste encore des places, puisque les premiers prix, donc en plein tarif, en virage, c'est 12 €. Il reste encore des places. Et bien sûr, comme on vous a parlé, il y a ce fameux pack aussi, match TFC Lorient et match TFC PSG. Pour présenter ce match et présenter le FC Lorient, on a avec nous Pierre du podcast La Taverne. Comment ça va, Pierre ? Salut, ça va très bien. Merci d'être avec nous pour parler donc du FC Lorient. Est-ce que d'abord tu peux te présenter aussi ton podcast ? Alors, moi je m'appelle Pierre, je suis supporter du FC Lorient depuis presque une vingtaine d'années. Et je suis co-animateur du seul podcast qui traite du FC Lorient qui s'appelle La Taverne. C'est un podcast toutes les semaines vous vous réunissez ? Tous les 15 jours à peu près. D'accord. Voilà. Donc du coup, pour vous suivre, c'est sur quel média ? Principalement sur Twitter, Instagram, Facebook, on y est mais pas souvent. Et sinon maintenant, nouvellement sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Allez, parfait. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, sur la préparation de Lorient, comment ça s'est passé, tout ce qui est matchs amicaux, les recrues, est-ce que c'était une intersaison plutôt calme ou il y a eu beaucoup de mouvements ? Pour l'instant, c'était plutôt calme. En termes d'arrivée, on vient d'enregistrer là il y a une heure un nouveau défenseur qui vient de Monaco, Matsima. Après, on a fait un deuxième défenseur, Montassar Talbi. C'est vraiment. Et sur le côté gauche, on a une recrue qui vient de Niort, d'Arlin Hongrois. Et à droite, Kaloulou. Donc, on a refait quasiment toute une défense parce que la saison dernière, on était la pire défense de Ligue 1. Donc, il fallait remédier un peu à ça. Après, sur le reste, offensivement, pour l'instant, ça bouge. Sur le mercato, ça bouge pas tellement. On a beaucoup de joueurs en instance de départ, mais pour l'instant, ça reste en stand-by, donc pas de recrue à l'instant T. Et après, pour ce qui était match amicaux de pré-saison, c'était, il y a eu très peu de victoires, mais beaucoup d'enseignements, un peu plus de jeu, parce que l'année dernière, on jouait très peu avec le ballon.
on défendait beaucoup, enfin on subissait un peu nos matchs et là on prend le jeu à notre compte et il y a beaucoup de mieux. Ça s'est vu déjà contre le match contre Rennes. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné là-bas. On est la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur depuis les 2 dernières saisons. Donc commencer par une victoire à l'extérieur, c'est plus que positif. Justement, Maintenant, parlons-en de cette victoire, c'est une vraie surprise ou c'est simplement que vous étiez l'équipe vraiment prête, et que la préparation a porté ses fruits? un peu des deux. Surprise parce que si on regarde les deux équipes, il n'est clairement pas match entre Rennes et nous. Et en même temps, pas une surprise parce qu'on les a pris sur leurs défauts qui étaient leurs latéraux. Et nos occasions se sont créées sur leurs faiblesses. Donc c'est plutôt un bon point positif. Et après, on a une habitude aussi que Lorient commence toujours très bien ses débuts de championnat. C'est un peu plus compliqué par la suite souvent. Mais souvent, les premiers matchs, on ne veut pas dire qu'on est injouable, mais on gagne très souvent, quoi. L'an passé, c'était déjà le cas, du coup, comme tu dis, c'est un début de saison en surperformance, on va dire? Bah, je dirais pas surperformance, parce que Rennes a montré quand même quelques faiblesses. Je pense que c'est plus Rennes qui n'était pas à son niveau que nous. Après, maintenant, le fait de ne pas avoir joué le week-end dernier, on a un peu du mal à se situer encore et ça passera par le match de dimanche contre Toulouse. Justement, là, tu parlais de ce match annulé. Donc, c'est quoi cette histoire avec la pelouse? Ça a pris des proportions assez folles avec ce report qui a l'air imposé par les Lyonnais. Tu peux un petit peu expliquer ce qui s'est passé en fait? Alors, pour faire simple, la pelouse, elle est occupée la première semaine, pendant 10 jours, chaque début août pour le festival interceltique de Lorient. Donc, un festival qui ramène presque 1 million de personnes, mine de rien. Et en fait, le premier week-end, on ne peut pas jouer dessus. Et la semaine du festival, si vous voulez, ils font des spectacles, ce qu'ils appellent des nuits magiques. Et en fait, le spectacle se déroule sur la pelouse, donc déjà est partiellement abîmé. Et en plus, avec les fortes chaleurs qu'on a eues, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en Bretagne, ça a complètement cramé la pelouse, et plus les restrictions d'eau. Ils n'ont pas pu, ou très peu arroser, donc ça a fait que la moitié de la pelouse était cramée. Nous à Lorient, de ce que je sais, c'est qu'on voulait jouer et c'était possible de jouer. Après, les instances ont décidé que c'était pas possible, donc c'est pas du ressort du club parce que le club n'est pas propriétaire du stade et c'était pas possible de reporter. C'était pas possible de faire le match à l'extérieur puisque sur les 2 premiers week-ends, le festival a lieu et dans les règlements de la LFP, on peut pas jouer 2 week-ends d'affilée les 2 premiers week-ends de la saison à l'extérieur ou à domicile. Donc la seule solution, c'était le report du match. Voilà. Ça a des conséquences du coup dans la préparation, j'imagine, pour les Lorientais les joueurs qui étaient prêts à faire un match finalement se retrouvent une semaine en repos. Il y a eu des matchs amicaux, des entraînements intensifs qui ont été programmés à la place ou ils ont dû s'adapter? Il n'y a rien eu à la place. Ils ont eu un week-end de repos et cette semaine, ils ont recommencé une semaine d'entraînement normal. Je pense que ça peut avoir un impact quand même sur la préparation parce que sur le commencement de la saison, tu commences par un premier match et après tu arrives, tu as un trou de 15 jours alors que les autres équipes ont enchaîné de semaine en semaine. Donc je pense que ça peut être un handicap. Si on prend le bilan un petit peu de la semaine dernière, cette année, quelles sont les ambitions de Lorient? C'est le maintien, c'est voir plus haut? C'est de faire mieux déjà que l'année dernière, de voir de plus belles choses sur le terrain parce qu'on n'a pas été gâtés de ce côté-là.
Et c'est clairement de se maintenir. Il y a 4 descentes, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'on est mieux armé à l'instant T pour se maintenir. Se maintenir. Après, est-ce que ça sera plus facile que l'année dernière? Je sais pas. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. On a un nouvel entraîneur qui fait sa première saison en professionnel aussi. Donc il y a beaucoup de jeunes. Donc le fait d'avoir commencé par une victoire, déjà ça enlève de la pression. Maintenant, il faudra voir quand on va jouer des adversaires directs. Je pense à des équipes comme Troyes, Reims, où là ça va être très serré. Tu ne considères pas comme un adversaire direct pour le maintien? Du tout. D'accord. Tu nous au-dessus? Ouais, j'avais fait un pronostic d'avant-saison. Je crois que je vous avais mis 10e, mais je vous vois dans le milieu de tableau, ventre mou, quoi. Bah, écoute, je pense qu'ici autour de la table on le prend. Oui, tout à fait. Et puis c'était un peu la question quand on en discutait en avant-match, où je disais que j'avais du mal à nous jauger au vu des 2 premiers matchs, et que c'est toujours intéressant de savoir comment les gens qui nous voient à l'extérieur pensent que notre équipe va pouvoir se positionner. Et écoute, ventre mou toute la saison sans s'inquiéter pour la descente, je signe de suite. Ouais, à 4 descentes en plus. Ouais. C'est sûr. Dans l'effectif lorientais actuellement, c'est quoi les points forts et les points faibles pour toi? Les points forts, ça va être notre milieu de terrain. On a réussi à garder Enzo Lefebvre, qui était convoité quand même par plusieurs clubs, ainsi que Laurent Abergel, qui est vraiment un joueur qui se donne vraiment à 100% à chaque match en Ligue 1. Donc je pense qu'au milieu, on va être très costaud cette saison. La défense, elle est toute nouvelle, avec un nouveau gardien aussi. Donc avec un peu plus d'expérience et un peu plus de qualité par rapport aux joueurs qu'on avait l'année dernière. Et après, en attaque, je pense que ça va pas changer. J'espère un peu plus d'efficacité de nos attaquants comparé à la saison dernière. Je pense qu'ils auront déjà un peu plus de ballons pour se montrer. Mais par contre, en point faible, à l'instant T, je pense que ça va être nos ailiers qui vont nous faire pas défaut, mais on a 3 ailiers. On a l'orienté qui est en instance de départ. Et derrière, on a Ouattara et Diarra qui ont même pas 40 matchs en Ligue 1. Donc ça reste assez jeune et inexpérimenté à ce poste-là qui est clé dans le système de jeu qui est mis en place. Et Quentin Boigard, il devient quoi, lui? Quentin Boigard, c'est un peu compliqué pour lui à Lorient. Il avait fait une bonne première saison chez nous, je trouve. Il s'était blessé et sa deuxième saison l'année dernière, on l'a quasiment pas vu. Et le peu qu'on a vu, ça a été des matchs compliqués pour lui. Et là, sur le début de saison, je crois que je peux pas dire que le coach compte pas sur lui, mais on l'a très peu vu en termes de temps de jeu. Donc je serais pas surpris s'il ait une porte de sortie avant la fin du mercato. Moi je souris quand tu dis que vos ailiers n'ont même pas 40 matchs de Ligue 1. Nous c'est l'effectif qui a même pas 40 matchs de Ligue 1. C'est jeune aussi. Et pourtant tu nous vois sans trop de problèmes pour nous mettre. Ouais, mais votre effectif, moi je regarde pas mal la Ligue 2, j'ai regardé pas mal l'année dernière quasiment tous vos matchs. L'effectif a quasi pas bougé, vous avez gardé tous vos meilleurs éléments quasiment, si ce n'est pas tous. Il y a déjà un esprit d'équipe et une cohésion qui est quand même là. Donc, et je pense que vous allez. Pour moi, je pense que la première saison c'est une continuité de celle d'avant et pour moi, vous avez toutes les cartes réunies pour vous maintenir assez facilement. Justement, là, quand tu vois l'effectif du TFC, vu qu'en plus tu l'as suivi un peu, il y a un joueur que tu crains particulièrement, ou même un joueur que tu aimerais piquer dans l'effectif pour l'amener à Lorient? Ah bah, j'ai regardé ses premiers matchs, l'attaquant hollandais, là, j'ai plus son nom. Dalinga.
Ouais, voilà, lui, je trouve, déjà, quand on voit ses stats en deuxième division néerlandaise, je trouve elles sont incroyables. Et ce qu'il a montré en très peu de temps, je trouve que c'est positif. Et après, moi, un joueur que j'adore, c'est Rissilé. Et clairement, c'est mon type d'attaquant que j'adore par excellence, quoi. C'est le côté celte, ça, c'est la solidarité celte qui parle. Bah, c'est ça, tout à fait. Allez, pour terminer, on va faire le tour des pronos autour de la table. On va commencer par toi. Quel prono tu vois quel score tu vois pour ce match? Moi, je vois Yves. Pardon, excusez-moi. Termine. un match nul, mais avec du beau jeu des deux côtés et un très beau match, mais qui finit par nul, quoi. Yves, pour toi? Bah écoute, moi je vais rester sur mes idées, c'est-à-dire qu'on ne gagnera pas tous les matchs avec facilité, et je pense que celui-là, si on pouvait le gagner 1-0, même petitement, de prendre 6 points face à ce que nous on estime être des concurrents directs pour le maintien, dans des matchs qui sont, comme tout le monde le sait, à 6 points, parce que quand tu prends 3 points, c'est 3 points que les autres ne prendront jamais. Si on pouvait gagner un peu sur un petit 1-0 avec toujours le but de Spearings de 25 mètres, ça finira bien par passer. Elliot? J'ai peut-être une victoire 2-1 du TFC, un match assez compliqué et que Toulouse va remporter au milieu de terrain. Et pour les buteurs, faut dire les buteurs ou... Si tu veux. Bah allez, je dis les buteurs. J'aurais bien un but de Dalinga et pour être original, un but de Van Den Boomen. Nathan? Alors Lorient, ça ne nous réussit pas trop ces dernières saisons, donc je vais trouver un truc très serré. Je vais dire un 3-2. 3-2, il y en a eu beaucoup, je crois, ces dernières saisons en plus, Toulouse-Lorient. Donc allez, Dalinga. Toivonen? Toivonen triplé. Ouais. Dalinga, Abouklal et Nicolas Hyssen sur corner. Oui, j'ai terminé avec 1-0 pour Toulouse sur un contre 5 ans. Voilà, je prends aucun risque. Pierre, tu seras du déplacement ou tu vas regarder le match de chez toi? Je fais le déplacement, ouais. Ah, tu viens comment? Il y a quelque chose qui est organisé par les supporters ou tu vas de tes propres moyens? Il y a un déplacement organisé par supporters, mais moi je vais avec 3 collègues à moi, on descend tout le week-end sur Toulouse. D'accord, bah écoute, je passe nous voir en porte 7, on te fera un petit coucou. Pas de soucis. Ouais, quoi, ça, on a aussi un retour d'expérience sur les visiteurs au stadium. Et puis si tu es dispo pour le débrief mardi prochain, on te reprend avec plaisir. Comme ça, on fera le retour aussi sur l'expérience de la visite à Toulouse et de l'accueil au stade, puisqu'on sait que du côté toulousain, ça s'est grandement amélioré. Donc voilà, ce sera intéressant pour nous d'avoir ton retour et ton ressenti là-dessus, si tu es dispo. Je suis dispo mardi prochain. Super, l'invitation est prise. Merci beaucoup Pierre. Donc pour te retrouver, donc c'est La Taverne, le podcast sur l'FC Lorient sur tous les réseaux sociaux. Il me reste plus qu'à vous remercier à toutes et tous. On arrive à la fin de l'émission. Un coucou à Camille qui reprendra le micro dès la semaine prochaine. Bisous aussi donc aux autres absents, Mehdi, Fred, coucou à Oxens qui pour sa participation temporaire. Merci Elliot à la technique qui a bricolé comme il a pu et tu t'avais très bien débrouillé. Merci Yves et Nathan pour votre participation. Toi aussi tu t'es bien débrouillé, ça. C'est gentil. Allez, bonne soirée tout le monde, tous dimanche au stadium et bonne soirée. Ciao ciao. Ciao.